Marie, au contraire, a passé tout ce temps cloîtrée dans l'appartement de sa mère. On lui a enseigné ce qu'une jeune fille bien élevée doit savoir: la littérature et l'histoire, expurgées, la géographie, l'arithmétique, le catéchisme. Elle sait en outre jouer du piano, danser, dessiner des paysages aux 2 crayons. Aussi, Marie ignore-t-elle le monde, qu'elle a vu seulement par la fenêtre, et encore a-t-on fermé la fenêtre quand la vie passait trop bruyante dans la rue. Jamais elle ne s'est risquée seule sur le trottoir. On l'a soigneusement gardée telle qu'une plante de serre, en lui ménageant l'air et le jour, en la développant dans un milieu artificiel, loin de tout contact. Et maintenant, j'imagine que 10 à 12 ans plus tard, Pierre et Marie se retrouvent en présence. Ils sont devenus étrangers. La rencontre est fatalement pleine de gêne, ils ne se tutoient plus, ne se poussent plus dans les coins pour rire. Elle, rougissante, reste inquiète, en face de l'inconnu qui la porte. Lui, entre eux, sent le torrent de la vie, les vérités cruelles, dont ils n'osent parler tout haut. Que pourraient-ils se dire? Ils ont une langue différente, ne sont plus des créatures semblables. Ils en restent réduits à la banalité des conversations courantes, se tenant chacun sur la défensive, presque ennemis, se mentant déjà, l'un à l'autre. Certes, je ne prétends pas qu'on devrait laisser pousser ensemble nos fils et nos filles, comme les herbes folles de nos jardins. La question de cette double éducation est trop grosse pour un simple observateur. Je me contente de dire ce qui est. Nos fils savent tout, nos filles ne savent rien. Un de mes amis m'a souvent raconté l'étrange sensation qu'il a éprouvée pendant sa jeunesse, à sentir peu à peu ses sœurs lui devenir étrangères. Quand il revenait du collège, chaque année, il sentait le fossé plus profond, la froideur plus grande. Un jour, enfin, il ne trouva plus rien à leur dire. Et quand il les avait embrassées de tout son cœur, il ne lui restait qu'à prendre son chapeau et à s'en aller. Que sera-ce donc dans la grosse affaire du mariage? Là, les 2 mondes se rencontrent en un choc inévitable. Et le heurt menace toujours de briser la femme ou l'homme. Pierre épouse Marie sans pouvoir la connaître, sans pouvoir se faire connaître d'elle, car il n'est pas permis de tenter un essai mutuel. La famille de la jeune personne est généralement heureuse de la caser, enfin. Elle la remet au fiancé en le priant de remarquer qu'elle la lui livre en bon état, intacte, telle qu'une mariée doit être. Maintenant, c'est l'homme qui veillera sur sa femme. Et voilà Marie jetée brusquement dans l'amour, dans la vie, dans les secrets si longtemps cachés. D'une minute à l'autre, l'inconnu se révèle. Les épouses les meilleures en gardent parfois une longue secousse. Mais le pis est que l'antagonisme des 2 éducations persiste. Si le mari ne refait pas sa femme à son image, elle lui restera à jamais étrangère, avec ses croyances, le pli de sa nature, la niaiserie incurable de son instruction. Quel étrange système! Partager l'humanité en 2 camps, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Puis après avoir armé les 2 camps, l'un contre l'autre, les unir en leur disant « Vivez en paix ». En somme, l'homme de nos jours n'a pas le temps d'aimer et il épouse la femme sans la connaître, sans être connu d'elle. Ce sont là 2 traits distinctifs du mariage moderne. J'évite de compliquer la donnée générale en spécifiant davantage et je passe aux exercices. Dans l'aristocratie. Le comte Maxime de La Roche-Mablon a 32 ans. Il appartient à l'une des plus vieilles familles de l'Anjou. Son père a été sénateur sous l'Empire, sans avoir abandonné, dit-il, une seule de ses convictions légitimistes. Les La Roche-Mablon, d'ailleurs, n'ont pas perdu un lopin de terre pendant l'émigration et on les cite encore parmi les grands propriétaires de France. Quant à Maxime, il a mené une belle jeunesse, il s'est engagé comme zouave pontifical, puis est revenu à Paris où il a fait courir. Il a joué, a eu des maîtresses, s'est battu en duel sans pouvoir s'afficher. C'est un grand garçon blond, beau cavalier, d'une intelligence moyenne, sans passions extrêmes, et qui songe maintenant à entrer dans la diplomatie pour faire une fin. La forte tête des La Roche-Mablon est une tante, la baronne de Bussière,
une vieille dame. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.